Je remercie notre ami Steph qui a tout à fait décrit le contexte et donc il va nous permettre de nous gagner du temps. Il n'empêche que quand on commence cette aventure avec Jean-Christophe, on répond au programme parce que c'est Chartres, parce qu'on est architecte, que c'est un des monuments dont on a toujours quelque chose à apprendre. Et on y était hier encore, et il y a toujours un truc. Voilà. Et comme je l'ai dit ce matin, je ne vais pas me répéter, un monument n'est pas un monument en soi, tout seul, mais il est dans un contexte urbain qui a bien évidemment évolué. Il n'empêche que je vais vous parler un tout petit peu du contexte urbain médiéval. Dans le contexte urbain médiéval, l'ensemble que vous avez vu, qui a été décrit par Steph, il a été était le cloître, ce qui s'appelait le cloître, qui rassemblait l'hôpital, le chapitre, l'évêché et la cathédrale. C'était un ensemble. Le cloître de Chartres est très particulier parce qu'il y a 9 portes, comme au Montmorat à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y avait un côté répétitif. On n'allait pas à Jérusalem avec un charter. C'était un lieu de pèlerinage au départ. Et la présence de l'hôpital faisait que c'était un lieu de soins à travers un certain nombre de rituels. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais et le chapitre, et ça c'est très très important, était donc ce qui gérait cet ensemble de cloîtres, l'évêque ne s'occupant que de la partie sacrée de la cathédrale. Et bien sûr, le chapitre avait une école. Il y avait 3 grandes écoles en France, Chartres, Paris et Reims. 3 grandes écoles, avec des gens qui, quelqu'un comme Abélard a été je crois, dans les 3. Mais enfin, à Paris, beaucoup. C'est là où il aura toutes ses aventures. Mais il s'est formé particulièrement à Chartres. C'est important parce qu'à partir de l'an 1000, enfin même avant, c'est des gens, les écoles traduisent les textes anciens, traduisent Platon, traduisent Aristote. C'est ce qui permettra aux maîtres d'œuvre de comprendre la géométrie et de commencer à apprendre à construire. Et donc, à cet endroit très précis à Chartres, de bâtir, comme à Paris, un des bâtiments les plus hauts, à l'époque, des plus hauts du monde. Il y a la pyramide de Khéops qui fait 15 mètres de plus, mais c'est des Legos, quoi. C'est un tas de pierres. Bon, il faut les porter, oui, ça c'est. Faire une cathédrale, c'est l'art du vide, c'est-à-dire comment monter haut avec du vide. La tour droite que vous voyez, la tour sud que vous voyez là, sachez qu'elle est entièrement vide. Et les fenêtres que vous voyez, oui, très bien, là, ça, c'est le bas du vide. Et ça, c'est fait avant la cathédrale de Chartres, repérée au XIIe siècle. C'est avant parce que c'est la première cathédrale de Fulbert, dont celle que vous voyez reprendra la crypte, pour vous dire la dimension du bâtiment avant. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant. Il y a une chose que je vais vous raconter parce que c'est très important. La libération de la France en 1944, le général Eisenhower a pour plan d'éviter Paris. Dans son schéma, c'est Chartres-Reims. Et il ne se trompe pas, il était sûrement un peu superstitieux. Il avait décidé de prendre Chartres le 15 août. Il ne réussira pas, les Allemands l'empêcheront, il prendra le 16. Bon. Mais il faut savoir que tous les avions, tous les pilotes bombardiers avaient sur leur cuisse le schéma que vous voyez là, avec un toit vert. Ils disent le toit vert, à côté. Donc, ils pilonnent tout autour. La cathédrale ne sera pas touchée, mais ils touchent un truc qui est terrible, c'est la bibliothèque. Et la bibliothèque flambe. Et la bibliothèque, il y avait toutes les parchemins du 10e, 11e siècle. Et c'était en caisse.
plus ou moins exploité, peu exploité. Et il y a un génie, et je cherche son nom, parce que tout le monde connaît le dernier préfet avant l'occupation allemande, qui était Jean Moulin. Tout le monde connaît la photo de Capa à la tendue de Chartres, mais personne ne connaît ce héros qui a l'idée de garder les boîtes de parchemin, de les entasser alors que ça aurait dû aller à la déchetterie. Il faudra attendre quelques années pour que les scientifiques réussissent à pouvoir, c'est grâce à la Banque de France d'ailleurs, à décoller les billets brûlés pour que les gens retrouvent leurs économies quand ils les avaient mis dans des boîtes de fer et dans leur chaudière en oubliant de les enlever avant l'hiver. Donc, ils ont reconstitué et tout est aujourd'hui microfilmé et c'est formidable parce que ça raconte tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'il fallait que je dise en préalable. En 1995, et ça a été dit, il y a eu des fouilles qui ont été faites parce que, à la différence de Notre-Dame de Paris, qui est sur du remblai, Chartres, il y avait une ville romaine du début des siècles, du 1er ou du 2e siècle, et ensuite une succession de villes médiévales qui ont brûlé les unes après les autres. Mais quand on fait une fouille, c'est une coupe stratigraphique, mais on trouve toute cette histoire entre le sol que vous avez aujourd'hui, que vous voyez, et le sol et les fouilles dont voilà l'extrait de ce qu'ils ont trouvé. Ce qui est intéressant, vous voyez les ronds que vous voyez, ce sont les ronds des maîtres d'œuvre, sont les citernes à chaux et à divers matériaux que les maîtres d'œuvre qui ont construit la cathédrale ont fait sans se poser de problème dans les couches successives et les horizons successifs qui les précédaient. Alors on est quand même, je me permets juste de compléter, oui, on peut. Oui. On est sur l'horizon romain, hein, et donc le fameux bâtiment à cryptoportique qui devrait être un des éléments structurants de tout ce que devraient révéler les fouilles futures. Puisque là, en fait, on est sur une toute petite portion. Si je remets... Ah non, c'est par là, c'est comme ça que ça marche. Voilà. On est sur une toute petite portion du parvis. On a resitué la fouille de 1990-91 sur le parvis de la cathédrale. Donc, on voit bien que cet élément-là était un prémisse. Alors, comme le disait Yves Steph tout à l'heure, très justement, c'est Georges Lemoine, donc l'ancien maire, qui avait initié ces fouilles-là, qui ont été aujourd'hui, après un géotextile, complètement… en principe protégé. En principe protégé. Donc, personne n'y est retourné voir depuis 1991. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Puisque, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on en est là, c'est qu'il y a un marché de définition qui a été lancé. Attends, je voudrais terminer, s'il te plaît. Ah, tu n'as pas Non, je ne vais pas terminer, non, c'est la problématique. Excuse-moi, parce que je sens que… Je vous en prie. Je te laisse, tu vas tout à fait expliquer le projet. Mais quand on arrive, on a un marché de définition qui est passé en 2009. On fait ce marché de définition, on propose de rétablir les fouilles, on propose… Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, ça c'est important, c'est que ce qui est devant l'église, devant la cathédrale, s'appelle le parvis. Ce qui est cerné par des grilles que vous voyez là, c'est le domaine de l'État. Le parvis, c'est moitié l'État, on ne sait pas. Le parvis, ça se discute. Mais le reste, tout ce qui était l'ancien chapitre, c'est l'esplanade, et ça appartient à la ville. Savoir, c'est très important. À l'heure actuelle, il y a 1 200 000 visiteurs qui viennent tous les ans visiter la cathédrale. C'est à côté de Notre-Dame de Paris, c'est une rigolade. Mais par rapport à la moyenne des monuments français, c'est beaucoup. Les gens passent aujourd'hui 2 heures. Ils arrivent en autocar. Le temps de Chartres, c'est 2 heures. Et notre Paris, qui est un projet historique, bien sûr, mais économique, c'est comment faire que des gens passent de 2 heures à 4 heures. Parce que s'ils passent 4 heures, ils vont acheter un chapelet peut-être, boire une bière, prendre un déjeuner, peut-être dormir. Et donc, comment faire que Chartres soit un lieu de destination. Ça, c'est notre première chose. Deuxième chose, c'est un lieu de pèlerinage. Mais quand je dis un lieu de pèlerinage, vous avez le plus grand pèlerinage, je ne vais pas vous poser des questions, mais le plus grand pèlerinage est celui des Tamouls. Annuellement, les Tamouls se réunissent, alors ça, en Chartres, ils viennent tous en sari, c'est quelque chose de magnifique. Il
Il y a des charters qui arrivent d'Inde, ils arrivent, mettent des pétales de rose partout, et c'est quelque chose d'étonnant. Bon, donc il faut intégrer les pèlerinages, donc on ne peut pas tout à fait encombrer le site. Oui, parce que les Tamouls, c'est 5000, hein. C'est 5000 personnes. Oui, 5000 d'un seul très, coup. très important. On va donc proposer une idée. Le maire accroche cette idée, ce que va vous présenter Jean-Christophe, là, tout de suite après moi. On propose cette idée, et là-dessus, il essaie, il dit, vous allez devenir les maîtres d'œuvre, sauf que le marché de définition disait qu'il n'y aurait aucun suivi. C'est-à-dire ceux qui gagnent, ça reste là, quoi, c'est perdu. Il a donc l'idée, pour nous recruter, de relancer un concours dont tous les concurrents auront notre image. Alors, on leur dit que vous pouvez rentrer dedans, vous faire une contre-proposition. Et j'aime mieux vous dire que là, il y avait du monde. Et là, on a été obligé de dire non seulement on va répondre, mais on va répondre encore mieux qu'on ne l'a fait en proposant un certain nombre de choses. Et effectivement, on a gagné parce qu'on a continué à parler des relations de ce que l'on voulait faire, de la salle qu'on veut faire sous l'esplanade, comme élément de dynamique d'un site urbain contemporain. On ne va pas restituer le Moyen-Âge, mais d'un site urbain contemporain, à la différence de Reims, que j'ai vu tout à l'heure, c'est que nous avons un site qui est très occupé par des restaurants, des cafés, qui est vivant tous les jours. Bon, voilà, ça c'est une donnée. Et puis, eh bien, j'ai tout dit ici pour simplement vous faire marrer. Alors, on est passé en 2016 à la commission des abords on a été accepté à l'unanimité, ce qui est très rare, et une abstention. C'était l'archéologue, ça c'est une autre histoire. Ce qui est important, c'est que dans les discussions à l'heure actuelle, c'est très compliqué, sur des détails, des choses. Et à la fin, je me souviens de la dernière réunion à la préfecture, le maire s'est mis en colère en disant, écoutez, ils sont en train de reprendre notre idée pour aménager Notre-Dame de Paris. S'il faut passer par un parking, je fais un dépôt de permis de construire de parking, puis après, je ferai ce que je voudrais de mon parking. Voilà, c'est une petite provoque, mais c'est très intéressant de montrer le combat. Ça fait quand même 2009, ça fait des années. C'est éreintant. On pouvait sauter à pieds joints sur les tables à cette époque. On en est là, et c'est une bagarre, c'est un long parcours. J'ai entendu tout à l'heure que disait 10 ans de travail, c'est très très dur parce que ce sont des lieux emblématiques et qui touchent bien évidemment terriblement les gens. Et la participation du public, des commerçants, des historiens, c'est une discussion permanente. À toi Jean-Christophe, et je me tais définitivement. Mais non, mais j'ai pas fini. Moi, j'ai rien dit, Jean-François. Moi, j'ai rien dit. Non, mais j'enchaîne. Effectivement, 2011, ce fameux marché des finitions, qui avait deux grands entrants. D'abord, c'est un marché de définition. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la ville ne savait absolument pas quoi faire, malgré tous les concours qu'il y avait eu précédemment, et comme le disait Yves Steff, le projet de Patrick Berger, entre autres, mais il y en avait eu d'autres réflexions. Finalement, la ville ne savait pas trop bien faire de cet espace-là, sauf à vouloir effectivement accueillir, les pèlerinages, et deux, avoir ce centre d'interprétation de la cathédrale, qui était une espèce d'idée un peu fantomatique, sans réelle consistance, avec deux grands points d'entrée, comme je vous l'ai un peu dit tout à l'heure. Alors, ça marche comme ça marche pas comme ça. La question donc des fouilles qui avaient été réalisées, dont le souhait était de se dire, mais l'objectif, c'est de les révéler au grand public et d'en faire un vrai parcours, parce que là aussi, contrairement à l'Italie, où les cathédrales sont payantes, chez nous, elles ne le sont pas. Et l'idée quand même du maire était de dire, peut-être profitons, en essayant de montrer des vestiges, de ramener un petit peu d'argent pour la collectivité, ce qui pourra permettre un peu de payer tout ça, et puis de favoriser les entretiens. Donc, cet enjeu archéologique était quelque chose d'extrêmement important, pas forcément énormément soutenu par les couches supérieures au niveau d'Orléans et du service régional, ce qui explique aussi toutes les années qui mettent encore à mettre et à stabiliser un peu ce projet, savoir quel projet scientifique on met en œuvre, à quel horizon on s'arrête. Il faut savoir qu'on a à peu près
Vous voyez la cote ici à 149, pardon, et on a un dessus à peu près à 156. Donc, on a 7 mètres à fouiller, donc ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Donc, sur un territoire, celui que je vous montrais tout à l'heure, qui est de celui-là d'ailleurs, celui qui est dessiné, hein, ici est à peu près de 1000 mètres carrés, sachant que notre projet, vous allez le voir, il s'étale sur 4000 mètres carrés. Donc, on a 4 fois plus à fouiller. Juste pour faire le parallèle avec Reims de tout à l'heure, je me suis amusé à faire les petites mesures. Finalement, c'est à peu près la même dimension que le parvis de Reims, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il n'est pas parallèle, mais il est dans la continuité du portail royal ici. Il fait à peu près 100 mètres de long par 60 mètres de large. Donc, on est sur une emprise globale de 6000 mètres carrés, mais on verra que l'esplanade ne va occuper que 4000. Alors, juste pour continuer et voir comment la question de l'interprétation du PSMV est un élément important, parce que c'est vrai que depuis ce matin, finalement, on n'a pas parlé du tout de la question du contexte réglementaire, qui est quand même une des portes d'entrée importante dans ce type de projet, sachant que ce document-là est porté par l'architecte des bâtiments de France, dont les discussions, les interprétations, parce que Yves Steff n'était pas derrière nous pour discuter avec nous. Après, c'est un peu les libres interprétations de la personne qui le lit et qui le relit. Donc, on le voit ici, donc un document qui a effectivement été modifié en 2016 suite au projet que je vais vous montrer, et qui a été analysé, interprété par nous de la manière suivante. Donc, vous reconnaissez bien sûr la cathédrale, vous reconnaissez, juste pour vous donner quelques clés, les 2 maisons canoniales qui ont été sauvées de la démolition. Le bâtiment ici qui s'appelle bâtiment, alors ancienne CCI, Cosmétique Vallée, parce que Chartres se gorge de effectivement pouvoir faire la promotion des parfums. Donc, ex-Cosmétique Vallée, parce que la Cosmétique Vallée s'est déplacée dans ce bâtiment-là, qui est un ancien collège, et le bâtiment d'information jeunesse, là qu'on appelait le BIGE, à cet endroit-là. Et le parking. Parking ? Il y a un parking là, à côté, le blanc. Le blanc, aujourd'hui, c'est un parking. Ah oui, si, alors le FAM, oui, excuse-moi. Le FAM, tout ça étant un peu sur un piédestal, vous l'avez peut-être vu sur la vue aérienne, avec un parking qui est le parking qui est réservé au bâtiment de la Cosmétique Vallée. Donc, ce plan-là, son interprétation extrêmement importante, par rapport au projet, je vous la donne en 3 images de synthétique. Voilà. Yves Steff en a fait part tout à l'heure. Les volontés, depuis la plage Jean Moulin, alors la plage Jean Moulin se situe là, la préfecture se situe juste à côté derrière, d'où son nom. La vue entre la rue de l'Étroit Degré ici et la maison canonnière, enfin entre les bâtiments de la rue des 3 degrés, qui sont des bâtiments très très fins, avec une architecture très, très particulière, la maison canoniale qui est plutôt une grosse bâtisse, et on a cette vue sur le portail nord de la cathédrale. Cette notion de visibilité axiale du portail royal, qui, comme il vous l'a montré, n'existait pas initialement. Hein. C'était, bien sûr, on était sur un îlot qui était beaucoup plus fermé avec l'Hôtel-Dieu. Et puis, depuis le sud-ouest, cette vue sur le clocher roman et sur le transept sud, à cet endroit-là, dans la continuité, on va dire, de la trace, et vous la voyez ici, de l'ancienne chapelle Saint-Côme, qui est la chapelle de l'Hôtel-Dieu, en fait, qui devrait être, mais personne ne l'a vraiment fouillé encore aujourd'hui, devrait être à un horizon assez peu profond et peut-être visible un jour. Je dis bien un jour, peut-être. Donc voilà, première interprétation. Deuxième interprétation, c'est la reconstitution des façades. Et si vous allez voir toute l'ambiguïté que ça peut créer aujourd'hui par rapport à cette vision contemporaine d'un parvis qu'on veut à la fois dans des documents réglementaires et historiques se dire il serait intéressant de pouvoir reconstruire. Et quand on voit la perception qu'aujourd'hui on peut avoir de ces parvis, et celui de Reims tout à l'heure le montrait assez bien, c'est l'envie de la mise en scène finalement de la cathédrale, d'avoir des grands parvis dégagés qui permettent à la fois des usages divers et variés, mais aussi de mettre en scène, de prendre du recul, comme c'était dit ce matin, de prendre du recul et de la distance par rapport au monument. Et donc des alignements obligatoires au PSMV, qui est la continuité de la maison canoniale le long de la rue des 3 degrés, la rue Percheronne, qui est dans la continuité de l'ancien Hôtel-Dieu, qui a été transformé en école primaire et est devenue maintenant l'école du vitrail. Donc cette continuité-là. Et puis cet alignement ici,
qui permettait de reconstituer la rue de Bethléem, qui était l'ancienne rue de la cathédrale, à cet endroit, qui permettait de redonner un calibre à cette rue de Bethléem. Dernier élément, c'était la question des parcours piétons, qui ont fait beaucoup sujet d'interprétation. Et ce fameux parcours piéton dans la diagonale, voilà, qui finalement est cet axe qui vient découvrir le portail royal ici avec sa rosace à l'angle de la maison canoniale conservée et qui permet d'avoir un accès direct quand on vient de la gare, hein, puisque la gare est plutôt à l'ouest. Donc ce trajet-là avec cet axe ici assez important. Et puis celui-ci aussi, qui était un trajet, mais celui-là qui se confond avec finalement le recul donné par les alignements nécessaires. Donc on a resitué là, mais quand elle en a parlé, l'histoire du cloître et sur tout le travail qu'on a fait dans ce marché de définition. Je passe assez vite. Hop, voilà. Alors, ça a été ce qu'on a appelé, nous, la coupe fondatrice, qui finalement est la manière dont on a travaillé le projet. Donc, je vous rappelle la question de l'accueil des pèlerinages, la question de la mise en valeur des vestiges futurs. Il y en a quelques-uns, mais futurs. Donc, on avait comme trace, parce que ça aussi, ça a été un sujet, et c'est toujours un sujet, le rapport de fouilles des fouilles de 1991 n'a toujours pas été diffusé. On est en 2022. Et donc, on travaillait, nous, avec des documents très, très incertains. Alors, on a commencé à récupérer un peu ces documents-là aujourd'hui, mais on est toujours sur des documents de rapport provisoire, le dernier étant de 2018. Donc, c'est très, très inconfortable de travailler avec des documents qui ne sont pas tout à fait terminés ou achevés. Bref, on a quand même travaillé avec ce principe on va dire, de vestiges potentiels. Et en fait, aujourd'hui, pour faire simple, le parvis, qui est très, très étroit, comme le disait Cantal tout à l'heure, hein, puisqu'il s'arrête aux maisons canoniales. Le parvis qui est très étroit est à une cote à peu près de 156, et on descend ici à la cote de 154. Donc, on a 2 bons mètres, un peu plus même, entre les deux. Donc, effectivement, c'est ce fameux piédestal de la cathédrale. Et l'idée qu'on a eue, assez simple, c'était de dire, finalement, bien, on va remonter, et c'est ce que vous voyez ici, on va remonter l'esplanade et glisser le centre d'interprétation en dessous, au niveau des fouilles, au niveau des vestiges. Donc, on a finalement inversé la pente avec l'idée, effectivement, même, on avait cette idée-là à l'époque, de venir mettre des gradins pour vraiment avoir cette notion de mise en scène et de mise à distance. Vous voyez qu'on est sur le fameux arc de mise à distance, hein, de la hauteur. Et c'était vraiment cette idée assez simple de dire, ben, finalement, on vient glisser le centre d'interprétation sous le parvis de la cathédrale, donc finalement sans rien construire, sauf à construire, et c'est ce qui va faire objet après de la réflexion, sauf à construire des façades le long des rues périphériques, mais absolument rien devant l'esplanade quand on peut s'y tenir. Ah oui, c'est bon. Donc voilà, donc là vous avez le plan, finalement, le plan masse. Alors il faut se dire aussi que notre réflexion allait de la place Jean Moulin, parvis sud, les jardins de l'évêché, ici, donc, dont a parlé effectivement Yves Steph tout à l'heure, l'actuel musée des Beaux-Arts, et puis, alors dont on ne touchait pas, hein, la fonction, et puis le parvis nord, et on revient ici sur la place Jean Moulin. Donc on avait tout l'ensemble de ce cloître à mettre en œuvre, donc avec l'idée de cette grande esplanade ici, finalement, qui était restitution. Alors après, démolition du bâtiment Cosmétique Vallée et Biche, dont je parlais tout à l'heure, les alignements qui sont remarqués, et une grande esplanade, le maintien des 2 maisons canoniales, et cette grande esplanade ici, qui s'ouvrait avec son gradinage à la fin, qui s'ouvrait sur la cathédrale. Donc avec la mise en scène finalement de façades qui se situent en périphérie, rue des 3 Degrés, rue Percheronne et rue de Bethléem. Ce qui se passait en dessous, c'est-à-dire que vous revoyez les vestiges de 91, dont on n'a pas encore extrapolé, personne d'ailleurs ne sait ce qui se passe autour, mais l'idée c'était qu'on ait un grand espace muséographique, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, alors avec des accès par ici, mais bon, aujourd'hui c'est en train d'évoluer, je vous raconterai après, et l'idée d'avoir une vraie vue en mezzanine sur les vestiges qui se situent à l'horizon romain 249. Pour finir, simplement 3-4 vues.
Donc là, on est sur la vue sur l'esplanade. Ça, c'était. Alors, on avait, dans l'idée, vous allez comprendre pourquoi, on avait finalement dans cette notion d'axialité que montrait le PSMV tout à l'heure, travaillé une faille vitrée d'une largeur d'une coudée. Donc à peu près, en fonction, on faisait une moyenne entre nous deux, coudées, parce qu'on n'est pas tout à fait les mêmes. On était autour de 40 cm. Et l'idée, c'est d'avoir cette faille ici, au milieu de l'esplanade, qui nous amène à la fois un éclairage zénital, mais surtout cette vue depuis le dessous vers la cathédrale. Et c'était cette idée de dire qu'on garde le contact entre le travail sur les vestiges et cet horizon romain, cette histoire postérieure de la cathédrale, et puis cette vision directe de la cathédrale, et qui fait que quand on se déplace depuis l'intérieur du centre, finalement, on a toujours cette vision vers le portail royal. Pour finir, aujourd'hui, l'image que vous avez quand vous allez à Chartres, c'est ça. L'image qu'on avait montrée en 2016, alors je vous dis pourquoi 2016 et pas 2022, parce que je vais vous l'expliquer. L'image qu'on montrait, c'est celle-ci. Alors, on a proposé la démolition d'une partie du bâtiment de l'ancien collège. Vous voyez cette partie-là, ici, pour justement élargir la vue. Donc là, ce que vous voyez ici… Retrouver la façade historique. Oui, retrouver la façade historique, puisque c'était une construction en briques assez peu qualitative. Donc là, vous avez le bâtiment Cosmétique Vallée, là, qui vient… Et la maison canoniale, vous la voyez ici au fond. Donc l'idée, c'était de se… Hop, là, j'essaie de retrouver, voilà. Donc de redégager ici. On était sur un bâtiment… Puisque vous avez bien compris, avec la question du dénivelé, on avait donc des façades qui se mettaient ici en œuvre, avec le dégagement et la restitution de la façade historique ici. Il se trouve que ce projet-là qui a été montré en commission, donc qui a été en commission des abords CNMH, qui a été validé, a fait l'objet de beaucoup de discussions après, et entre autres la question justement de fermeture de l'angle de vue. On va le dire, cet angle de vue, c'est-à-dire que les gens avaient du mal à comprendre qu'on puisse enlever ça pour reconstruire ça, et qu'aujourd'hui, on est en train de travailler depuis plus de 5 ans sur comment on réussit à redescendre cette façade-là. Alors, redescendre, c'est carrément la remettre à zéro, et de garder quand même le principe d'avoir un centre d'interprétation en dessous, avec le travail sur la restitution des vestiges archéologiques et l'horizon romain. Donc, c'est aujourd'hui tout un travail qu'on ne peut pas vous montrer parce qu'il est pas encore totalement validé et qui fait l'objet de beaucoup de discussions, à la fois avec la ville, à la fois avec la direction de l'architecture, la direction de l'archéologie de la ville de Chartres, à la fois avec le service régional de l'archéologie, à la fois avec le ministère, à la fois avec l'ABF, enfin, vous voyez, l'ensemble de strates qui sont nécessaires et qui expliquent sans doute que les projets qu'on a aussi vus aujourd'hui mènent énormément de temps à se mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on n'est toujours pas dans un projet qui va se mettre en réalisation très, très rapidement, puisqu'on est encore en train de retravailler un avant-projet. Si tu me permets. Donc, il y a eu à un moment, chaque direction, c'était le concours à qui mettrait le grain de sable dans le moteur, quoi. Bon. Et à un moment, quand même, il y a eu une décision, on va dire, politique au plus haut niveau. On a dit, attendez, là, tout le monde se réunit, les services, là, juste à côté, tout le monde se réunit et il y a un projet, on le fait ou on ne le fait pas. Tout le monde a dit, il y a plein de gens qui disent, il faut le faire. Bon, alors tous ceux qui ont des grains de sable, vous ramassez, vous expliquez, vous mettez un peu d'huile et ça avance. Et on en est là. Pour des raisons de Covid, on devait avoir une réunion hier avec la préfète, ça devait être une des réunions ultimes, et elle est déplacée, donc on ne peut pas vous présenter. Mais c'est un dur combat, parce qu'à un moment, ça c'est pour vous faire rire, hein, mais tout d'un coup est intervenue l'Académie des Beaux-Arts, qui a dit c'est un projet. Alors pourquoi l'Académie des Beaux-Arts? Il se trouve que le secrétaire général a une maison tout près de Chartres et qu'il ne doit pas aimer le maire ou je ne sais pas quoi. Enfin, peu importe. Il dit, il me convoque pour que je vienne présenter le projet parce qu'on allait construire un mur. Alors, ils avaient mal compris. Ils ont construit un mur. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, bon, d'accord. Alors, moi, j'ai dit, je veux bien venir devant l'Académie Beaux-Arts. Il y a mes confrères architectes ont dit, on n'est pas un organisme régulateur. Ça n'est pas notre rôle. Il y a eu une bagarre au sein de l'Académie. Mais le secrétaire général m'avait convoqué.
J'ai dit, écoutez, je ne suis pas propriétaire du projet, c'est le maire. Donc, il faut que vous écriviez au maire. C'est le maire qui doit venir et peut me demander de l'accompagner. On va vous présenter le projet. Enfin, on ira, on vous présentera, mais il faut que le maire donne son accord. Alors, ils écrivent au maire. Le maire a dit, est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est gentil, quoi. Alors, il leur a répondu qu'il ne se déplacerait pas. Par contre, il était prêt à leur expliquer le projet sur place, parce qu'à partir de papier, de dessin, il faut voir sur place comment c'est. Voilà. Donc, ils ont regretté, ils m'ont téléphoné. Ils ont regretté, on aurait aimé, bon, d'accord. J'aurais dit, moi, je suis très fier, parce que l'Académie des Beaux-Arts, vous avez déjà terriblement embêté Eiffel, parce qu'il allait défigurer Paris. Deuxièmement, vous avez embêté Le Corbusier toute sa vie. Je crois qu'on peut faire toute l'histoire de l'architecture. Alors, je suis très fier d'intégrer ce Jean-Michel Cantal-Dupart. Non, mais il faut qu'on rigole. Mais oui, mais on est là que pour ça. Alors là, on ne fait que ça depuis le début qu'on vous entend. Non, vraiment, je vous assure. Non, je plaisante. Tout est très bien.